TCF. Test de connaissance du français. Guide officiel d'entraînement. Compréhension orale. Niveau 5. Cette section est composée d'extraits de documents radiophoniques. Chaque extrait est suivi d'une ou de 2 questions. Vous n'entendrez les extraits radiophoniques et là où les questions qu'une seule fois. Lisez les réponses écrites et cochez la case correspondante. Pour vérifier si vous avez choisi la bonne réponse, consultez les corrigés. Enregistrement numéro 1, 78. Ce sont vos marguerites, ça, voilà. Donc, après, là, vous voyez les boutures d'œillet, elles ont bien pris. Pour les fleurs des champs, tiens, on va aller vers la voie ferrée, puisqu'on avait déjà regardé il y a 15 jours. On va voir si quelque chose a changé. On trouvera peut-être des champignons, il a plu. Je vous donnerai les noms et on apprendra à distinguer entre les dangereux et ceux qui ne font pas mal. Ça m'étonnerait qu'on tombe sur des cèpes, hein. Voilà, après il faudra travailler un peu, on pourrait désherber les plants de tomates et récolter les radis. Raymond, jardinier bénévole, anime un atelier avec la toute nouvelle brouette de ville, prêtée pour l'occasion par la Banque des plantes de chez nous. Nous avons inauguré notre brouette de ville en mars. Elle ressemble de très loin seulement à celle de nos grands-pères. Bien plus encombrante, et puis elle a un moteur électrique, un toit ouvrant, et elle ferme parce qu'elle circule d'un jardin de quartier à un autre dans plusieurs villes de 93. C'est moderne, mais c'est bien pratique quand on va dans les espaces où il n'y a rien du tout. C'est pour ça que la brouette est équipée d'un réservoir d'eau, d'un ensemble de graines et de plants avec tous les outils nécessaires. Bêche, sarcloir, cisaille. Très pratique, et on peut faire plein de choses. Du beau matériel qui sillonne ainsi depuis peu tout l'est de la petite banlieue au service d'une douzaine d'associations, qui le plus souvent ne disposent même pas des outils nécessaires au démarrage et à l'organisation de ces ateliers de jardinage. Comme l'urbanisation ne faiblit pas 20 ans après sa création, la Banque des plantes de chez nous veut favoriser une approche très concrète. Malheureusement, la population jeune, ils ne savent plus distinguer les feuilles d'une aubergine de celles d'une courgette dans un jardin. C'est vrai qu'ils ont tendance à aller vers les croquettes de pommes de terre, les fruits toutes prêtes et les purées en paquet. La connaissance de nos légumes, fruits et fleurs se perd, et avec elle, la convivialité du jardinage, les échanges de graines et de récoltes, tout ça se perd, et c'est ça qui est dommage. Question 1. Quelle est la fonction de la brouette de ville? Question 2. Quel problème parmi ceux-ci est-elle censée alléger? Enregistrement numéro 2. La Tuile, c'est le titre du 4e long métrage, avec la ravissante Amina Berraj, qui touche sa bille en redresseuse d'injustice et fait un carton. Près de 12 millions d'entrées dans l'Hexagone pour les 3 premiers épisodes, et 8,5 millions de DVD déjà vendus. Et ce sera le dernier du réalisateur, un incontournable du 7e art en France. Oui, il l'a annoncé, j'ai nommé Yann Ibarra Vinlé, Nilda Lemel. Le grand public connaît bien les personnages imaginés par Yann Ibarra Vinlé. Ils ont pour nom Jarvan, le médecin amnésique, Fatehpur Sikri, le beau mec pas très honnête, gérant d'un bar branché, et naturellement Lara Mohal, sa première héroïne, annonciatrice de la vague des anti-déglingues. Lara Mohal, c'est l'aventure avec un grand A, dans des décors de dunes et de canyons écrasés de soleil où soufflent des tempêtes. Le spectateur s'y déplace comme les personnages, c'est-à-dire à dos de chameau. Il visite des cités rupestres, il y côtoie des aigles et des gazelles, il y partage le quotidien d'une famille unie autour des valeurs de solidarité, courage, tolérance, passion, liberté. Lara Mohal, c'est aussi une musique inspirée, qui n'a rien de franco-français. C'est celle de Miguel Canovas, qui travaille désormais avec des instruments traditionnels revus par l'électroacoustique.
Impressionnant à la hauteur des intrigues et de l'image. Yann Ibarra-Vinlé. Je suis basco-vietnamien. Lui est argentin. Il est tunisien également. Nous sommes des citoyens du monde. Donc nous avons grandi avec les histoires, les mythes de plusieurs continents. Pour Lara, c'est plutôt le désert et les cultures mozarabes, même si nous connaissons les autres. 30 ans après le premier film de la série, La Destruction, Yann Ibarra-Vinlé quitte la caméra pour se tourner vers le théâtre, la BD, le roman, autant de chemins qu'il a déjà empruntés. C'est aussi pour cette raison qu'il abandonnera aussi son autre succès, Jarvan, mais que les Bordus rassurent, leurs héros reviendront dans les salles obscures. La nouvelle réalisatrice de Lara Moal, top secret pour son identité, est déjà au travail. Question 1. Quelle nouvelle parmi celles-ci est diffusée dans ce flash? Question 2. Qu'apprennent les auditeurs à propos de Yann Ibarra-Vinlé? Enregistrement numéro 3. Créé sous le nom de Jardins ouvriers voici un peu plus d'un siècle, en 1896, lors de l'exode rural, très fréquenté dans les années 50, rebaptisé Jardins familiaux 52, il tombe en désuétude dans les années 70 pour ressusciter vers 90 en tant que jardins sociaux. Ces jardins, situés en périphérie, avait pour vocation initiale d'améliorer en nature le niveau de vie d'une population très modeste, et aussi de lui proposer de saines occupations. Aujourd'hui, s'y retrouve un véritable microcosme, bien plus diversifié, depuis des précaires, des drogués guéris ou en fin de cure, d'anciens prisonniers, jusqu'à des cadres branchés. Les jardins sociaux, pour les regrouper sous ce nom, sont en quelque sorte un des derniers lieux de mixité sociale et de convivialité, face à une répartition de plus en plus cloisonnée des individus. Au Jardin social de Nantes, avec ce reportage signé Gérard Dompierre. Julie a 48 ans. En stage de réinsertion, elle est vite venue occuper ses samedis en plein air. Ah parce que dans le foyer, en ville, j'étouffe. Puis on partage une parcelle avec d'autres. Je peux oublier la pression, ne rien dire ou discuter. Je me trouve bien ici. Je viens depuis début septembre, puis je compte continuer tant que je serai sur Nantes, peut-être 1 an ou plus. Pour 1 an, j'ai payé 12 €. Pour entrer, il suffit de déposer un dossier, pratiquement toujours dans une association, et d'expliquer sa motivation. Il faut louer sa parcelle et s'engager à la cultiver. Le montant varie selon les revenus. Ceux qui n'en ont pas, eux, sont parrainés par une association qui finance, d'où un public très composite. L'une des responsables de ces jardins de Nantes, Nadia Perdeillan. Ici, nous avons des émigrés, des pré-retraités, des chômeurs en stage d'insertion, des RMistes qui cultivent pour les restos du cœur, des apprentis, des étudiants. Ça peut être des gens très qualifiés aussi, des ingénieurs et des familles avec leurs enfants. Certains sont là depuis plusieurs années, d'autres vont passer chez nous pour le temps d'un stage sur Nantes, vont rester ici 2 ou 3 mois. C'est un petit peu comme un club ici. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que les jardiniers dépassent un petit peu sur la mission d'origine, sur l'activité elle-même. Ils se mettent à partager spontanément des savoirs pas toujours valorisés ou enseignés ailleurs, de la cuisine traditionnelle, de la couture, de la mécanique, des langues, de l'alphabétisation. 2500 mètres carrés sauvés des promoteurs voici 7 ans, occupent une centaine de jardiniers et, comme leur nom ne l'indique pas, ils permettent de cultiver bien autre chose que des fleurs et des légumes. Question 1. Qu'apprenons-nous sur la fondation de ces espaces collectifs? Question 2. Quelles caractéristiques parmi celles-ci s'appliquent aux jardins d'aujourd'hui?
Enregistrement numéro 4. Alors, puisque vous me donnez la parole en premier, je vais vous dire le fond de ma pensée. D'abord, je rappellerai un principe inaliénable, il ne faut pas y toucher. L'accès aux soins dans notre pays est devenu un droit, les soins ne sont pas un luxe. En ce début du XXIe siècle, nous constatons les effets d'une réalité formidable, l'espérance de vie augmente, tant mieux. Nous ne pouvons que nous en réjouir. La médecine progresse d'une manière extraordinaire, même si nous aimerions tous guérir tout de suite, tant mieux aussi. Cependant, plus la population vieillit, plus nous effectuons de progrès dans le dépistage et les soins, plus les dépenses explosent. Les coûts vont nécessairement encore s'accentuer. Les mesures successives prises depuis des décennies, quels qu'en soient les initiateurs et leur nature, ne permettent pas de maîtriser le déficit des caisses d'assurance maladie. Ces éléments incontournables étant posés, si nous observons ce qui se passe, les faits nous faut craindre, si nous ne réagissons pas autrement, une dégradation rapide. Une médecine à deux vitesses. La médecine de ville, dans les cabinets, chère, et pour les personnes moins favorisées, les soins en hôpital où on arrive en urgence, parce qu'on a trop attendu. Pour ajouter de l'eau à votre moulin, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est une conséquence perverse du déremboursement de certains médicaments de base efficaces. Parmi ceux qu'on ne rembourse plus, il n'y a pas que des placebos. Oui, et l'automédication, elle se développe en ce moment. Certes, elle est tout à fait bienvenue dans le cas d'un rhume, mais ses effets peuvent tourner à la catastrophe pour des pathologies graves. Maintenant, dans certains quartiers, les patients prennent un peu n'importe quoi. Ils se débrouillent avec un remède qui a été prescrit dans une autre situation. Alors le résultat, c'est l'hôpital. La peur de l'hôpital, c'est pas un mythe non plus. En général, vous arrivez en crise, fragilisé physiquement, psychologiquement, et on vous demande vos papiers de sécurité sociale, votre assurance, plus ou moins courtoisement. Même si le hall est souvent beau, bien décoré, il faudrait se sentir accueilli et dirigé vers le médecin adéquat par quelqu'un qui vous met en confiance, vous écoute et vous rassure en fait. Question 1. Quelle affirmation va dans le sens des propos échangés par les deux interlocuteurs? Question 2. Qu'est-ce qui compte lors de l'accueil des patients dès le hall de l'hôpital? Enregistrement numéro 5. Chacun s'en doutait un peu devant le succès du salon de la voyance, les chiffres le confirment. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre en consultation chez les voyantes et voyants extralucides. Au point que, comme chez certains médecins spécialistes, il faut compter plusieurs mois, plus ou moins un semestre, presque une éternité, avant d'obtenir un rendez-vous. Anthony Raël s'est rendu à 2 consultations, l'une dans un cabinet d'associés, de Strasbourg, l'autre dans un quartier chic de Paris. Dans le hall du cabinet Astres et Vie, 6 personnes attendent, tandis que la secrétaire débordée reçoit les arrivants, sort leur dossier, répond aux appels téléphoniques et passe le thé ou autre boisson. Je vois un bouchon se former, 2 clients devant l'accueil, une atmosphère de ruche. Madame V travaille ici depuis 25 ans avec une consoeur. Je reçois une quinzaine de visiteurs par jour. La durée moyenne d'une consultation varie bien sûr. Une consultation normale dure au moins 45 minutes. Voyons, je calcule. Ça veut dire que vous avez des journées extrêmement chargées, voire impossibles. Oui, ce sont de très grosses journées. Il faut aimer son métier. En fait, de plus en plus de visites se font sans rendez-vous. Beaucoup de gens préfèrent attendre 1 heure, voire 2 pour me voir, même 20 minutes. Pour ça, je ne dépasse pas, plutôt que de prendre un rendez-vous à 6 mois. C'est un peu plus que le délai d'attente au centre de voyance J, situé dans une rue calme du 17e arrondissement de Paris, où je me suis également rendu. D'accord, donc là, nous sommes arrivés en avril pour les rendez-vous. Il y a encore 1 an, le maître était surbooké, mais depuis quelques mois, il a trouvé la parade. Pour redistribuer les cartes, il emploie une jeune consoeur, voyante elle aussi, qui a suivi une formation et assure les prémices de l'entretien. C'est l'expression ad hoc. Ma consultation habituelle se divise en 2 parties, la prise de contact, la recherche des espaces, la construction des caractéristiques premières, avec par exemple la disposition des maisons.
Alors, vu les compétences de ma consoeur, toute la première partie est quelque chose que je peux lui déléguer, ce qui me fait gagner quand même pas mal de temps pour la deuxième partie qui évidemment me revient. C'est comme ça que j'ai pu diminuer mes délais de rendez-vous et puis, je veux dire, m'adapter à la demande dans la mesure où je peux avoir une activité en nombre de patients un peu plus importante. Question 1. Dans la première partie du reportage, quel problème est posé? Question 2. Quelle solution a été trouvée par l'homme rencontré à Paris? Enregistrement numéro 6. Le banc d'essai de la souris maligne. Qu'avez-vous testé pour nos accros de la micro cette semaine, Amélie? Un Français qui vit aux États-Unis, Luc Julia, est à l'origine d'un service très alléchant, disponible sur Internet et gratuit. Il s'agit d'Orb version 2. Il permet depuis n'importe où dans le monde, et donc de votre bureau, de regarder vos photos ou vos vidéos, d'écouter votre musique contenue dans votre ordinateur personnel à la maison. La télé aussi. Depuis sa sortie, Orb version 2, selon les estimations, connaît à peu près 450 000 utilisateurs dans le monde. Il semble avoir conquis 80 000 Français à peu près. Vous me demanderez sûrement pourquoi faire. Regarder la télé à 25% et écouter de la musique? Je suppose que beaucoup de ces utilisateurs écoutent leur collection de musique depuis leur desktop pendant qu'ils travaillent au bureau. Vous ne saisissez pas trop la différence avec le peer-to-peer ? Grâce à quoi il est également possible de regarder la télé et aussi de se connecter avec les services d'écoute de musique illimitée? La nuance est de taille. Avec les systèmes d'accès illimité, vous tombez sur tout et n'importe quoi. Il ne risque pas de concurrencer Orb version 2. Là, vous organisez ce qui vous convient chez vous, tranquillement, et vous accédez à vos données après, d'où vous le souhaitez. C'est toute la nuance. Un autre intérêt, avec Orb, vous pouvez atteindre votre ordinateur via certains modèles de terminaux mobiles. C'est tout pour ce soir. Bien sûr, l'adresse internet les W d'usage suivi de .orb.com. À lundi, Amélie. Question 1. Quel avantage apporte le logiciel présenté pendant cette émission? Question 2. Quelle information correspond à l'enregistrement? Enregistrement numéro 7. Les bons tuyaux de Radio Temps Libre, la station des retraités qui bougent. Ce matin, nous allons être encore plus fidèles à nos objectifs que d'habitude, puisque nous vous apportons des informations susceptibles de vous encourager à bouger. Occupons-nous des vacances, qui ne sont pas réservées à la seule population dite active. Savez-vous que 60% des personnes âgées ne partent jamais en vacances? André, vous nous avez préparé quelques éléments qui pourraient bien modifier cette tendance. Intéressons-nous d'abord au programme Vacances Seniors. Bonne nouvelle, ce qui n'était qu'une expérience jusqu'à hier va désormais s'appliquer à toutes les régions. De quoi s'agit-il? Vous avez de quoi noter? Retenez ce nom. L'Union nationale des associations de tourisme. En effet, c'est important car cet organisme, donc l'Union nationale des associations de tourisme, consent aux plus de 60 ans des tarifs réduits dans les villages de vacances. Renseignez-vous sur Internet ou contactez notre site. Ce n'est pas tout. Une autre option consiste à choisir de partir pendant que les autres travaillent. Ce principe fait déjà le bonheur d'un certain nombre d'entre vous, et c'est pourquoi il mérite l'attention générale. Que penseriez-vous de séjourner à des conditions extrêmement avantageuses dans les pays du Maghreb? Pour 1030 €, vous passez 7 semaines en Tunisie, ou alors pour 1090 €, vous vous prélassez 3 semaines à Marrakech, en pension complète avec le transport aérien. La raison est claire.
Si les hôteliers veulent garder leur établissement ouvert et faire travailler leur personnel, ils sont obligés de recevoir des clients. Voilà pourquoi ils proposent de très longs séjours, de 3 à 6 semaines en général, à des prix extrêmement avantageux. À propos d'avantages, justement, vous bénéficiez de bonnes structures avec de nombreux services. Tout est pris en charge, les repas, les activités quotidiennes à disposition dans de tels hôtels ou des clubs de vacances, une relative diversité car cette offre concerne tous ceux qui sont disponibles en basse saison, pas de ghetto. C'est plutôt mieux que de rester seul chez soi à s'ennuyer plus ou moins ou de rencontrer uniquement des personnes de la même tranche d'âge. Convivialité donc, et aussi un climat agréable. Le soleil n'est pas toujours là en hiver au Maroc et en Tunisie, mais tout de même. Alors maintenant, les inconvénients, ne partez que si vous ne souffrez pas de problèmes de santé graves, parce que le Maroc et la Tunisie ne disposent pas de structures sanitaires équivalentes aux nôtres. C'est donc le seul obstacle. Question 1. Qu'est-ce que la formule vacances seniors? Question 2. Quel aspect des systèmes de séjour à l'étranger évoqués ici est cité? Enregistrement numéro 8. C'est aussi dans le cadre des Journées du patrimoine, je rappelle qu'elles se déroulent cette année le 15 et 16 septembre, c'est dans ce cadre donc que se situe l'action de l'association Notre Lec. Elle concerne la ville de Montsart jusqu'à 15 km extramuros et jette 2 labels reconnus par le ministère de la Culture, à savoir Montsart, cité artistique et historique pour la ville elle-même, et terres artistiques et historiques de Montsart pour le périmètre hors les murs. Pour mener à bien ces activités, elle emploie sur toute l'année et à temps plein 6 salariés, dont la mission consiste à faire vivre le patrimoine local. C'est ce que nous explique Bénédicte Assande, la directrice de cette association. Notre action s'adresse d'abord à tous, avec les visites guidées, et aussi à un public plus ciblé. En temps et en hors temps scolaire, les enfants peuvent bénéficier de nos animations pédagogiques. Par ailleurs, nous effectuons tout un travail plus spécialisé qui relève de la recherche scientifique et de la diffusion des savoirs. Concrètement, vous vous occupez d'archéologie, par exemple? Oui, mais pas sur le terrain en faisant des fouilles. Ce n'est pas notre métier. En tant qu'historiens d'art, ce que nous sommes, nous étudions surtout les archives. Nous nous chargeons aussi d'observer le patrimoine. Nous venons par exemple de dresser un inventaire des cadrans solaires. Du fait que nos différentes formations et compétences nous y conduisent tout naturellement, nous sommes nous-mêmes notre propre éditeur et nous sortons nos publications. Je vous citerai comme exemple les trésors artistiques et historiques de Montsart ou encore Halles et bâtiments destinés au commerce du Moyen-Âge à la Révolution. Ces ouvrages concernent aussi bien des chercheurs que des amateurs éclairés. Quel est le thème de vos recherches actuelles alors? Ce qui n'existe plus. Vous avez raison de rire, c'est amusant mais très sérieux quand même. C'est simplement une preuve, s'il en est besoin, de l'importance d'écouter les questions. Depuis notre fondation, nous constatons une grande curiosité du public qui s'informe régulièrement sur les monuments disparus de la ville. Qu'est-ce qui a été détruit? Alors voilà, c'est un de nos champs d'études actuels et il est passionnant. Est-ce que les jeunes sont sensibles à leur patrimoine? Les enfants veulent surtout comprendre leur ville, l'endroit où ils vivent. Pourquoi le palais de justice ressemble à une église? Ou bien pourquoi la gare est loin du centre-ville? Alors ensemble, nous jouons à placer et déplacer des bâtiments sur des maquettes. Ils créent des plans de ville idéales et à partir de leur imaginaire, nous les aidons à connaître, à aborder l'histoire de leur ville d'une manière très ludique. Tous ceux qui le souhaitent pourront donc profiter des portes ouvertes en France à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end. Il suffit de vous informer en mairie. Question 1. À qui s'adressent les activités proposées par cette association? Question 2. Comment est-il possible de qualifier les publications de Notre Lec?
Enregistrement numéro 9-6. Une proposition de sortie maintenant. Paris rend hommage à 2 artistes qui la célèbrent dans leurs œuvres. Vous pouvez faire maintenant d'une pierre 2 coups et gratuitement, puisque les 2 expositions se tiennent à l'Hôtel de Ville. Vous entrez soit au 29 rue de Rivoli, soit au 5 rue de Lobau. Aucune concurrence entre les 2, les salons ne désemplissent pas. D'abord la capitale avec Cabu et Paris 50 ans de carrière 1954-2006, salue le caricaturiste de Charlie Hebdo pour les dessins qu'il lui a consacrés. Plus de 100 000 visiteurs en 2 mois. Il est fréquent de voir l'un d'eux s'arrêter longuement devant l'une des 68 planches originales, classées en 6 thèmes, la scène, pouvoir, village, patrimoine, en scène, la rue, car il reconnaît un lieu familier pour lui, sa rue, ou un aspect particulier de son arrondissement. Et le sourire apparaît ou le rire fuse, suscité par le détail, le fameux petit plus apporté par le créateur, dont l'intention était, selon ses propres paroles, de transformer Paris en une ville encore un peu plus humaine. Un exemple. Les filets de l'Opéra Bastille, destinés à protéger les passants des pierres, sont devenus sous son crayon des hamacs pour SDF. Juste à côté, 280 photos prises entre 1934 et 1991, aujourd'hui des classiques, évoquent Douaneau, Paris en liberté. Ce voisinage n'a rien d'étonnant, même si Cabu n'a rencontré Douaneau qu'une fois, en compagnie de Cavana pour un déjeuner. Le point commun, c'est, je cite Cabu, que dans chaque photo il y a de l'humour. Et encore Douaneau recherche toujours un regard drôle et le côté ensoleillé de la vie, c'est ça qu'instinctivement je recherche aussi. La surprise en fait, pour Cabu, c'est que quelqu'un l'arrête en pleine rue pour lui dire qu'il a aimé tel ou tel dessin. Et puis pour ceux qui veulent sortir des murs de la capitale, dans le département de la Marne, à Châlons-en-Champagne, la ville natale de Cabu, vous attend pour sa propre exposition sur le dessinateur jusqu'au 25 février. Je récapitule. Question 1. Qu'apprenons-nous sur Cabu grâce à ce document? Question 2. Quel rapport Cabu établit-il entre Douaneau et lui-même? Enregistrement numéro 10. L'avenir des jeunes, notre chronique formation pour aider les jeunes à s'orienter vers la vie professionnelle. Actualité oblige, avec le salon de l'étudiant, Mohan El Fateh s'est rendu à la porte de Versailles. Le hic, c'est que tout ça est bien compliqué. Mais comme il est malin, il a déniché la bonne personne. Parmi les stands les plus fréquentés, tous ceux qui s'intéressent au métier de l'image. Normal, puisque celle-ci règne sur les murs de nos villes, que les écrans envahissent nos logements, en même temps que les librairies cartonnent avec les BD et que les espaces de vente de produits culturels offrent des jeux vidéo de plus en plus diversifiés. Les vedettes, ce sont les images en 2D, en 3D. Seulement, au milieu d'une profusion d'informations, il est bien difficile de s'y retrouver. C'est donc une responsable du BBTPJ que je me suis adressé. Noëlla Ruffin. Quand on n'a pas d'idée très précise, mais qu'on s'intéresse à l'image d'aujourd'hui et du futur, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, savoir quel métier existe exactement. Par exemple, un ou une infographiste, qu'est-ce que c'est? Là, le BBTPJ propose un petit dépliant sur 3 pages. Tenez, regardez avec moi, même si c'est pas très pratique à la radio. Vous voyez 6 zones qui correspondent à chacune des activités très spécifiques. Les modeleurs, les textureurs. Oui. Alors, pour chaque activité, j'en prends une autre au hasard. Tout est classé en sous-catégories. Et là, c'est expliqué par poste. Pour la caméra, il y a l'animation, l'éclairage, les effets spéciaux, le compositing, le spot publicitaire, etc. Tout ça, ce sont des métiers différents, précis. Oui, c'est clair. Après, c'est important de s'interroger sur ses propres aptitudes. Regardez, les compétences sont listées. Par exemple, un infographiste spécialisé en éclairage de scène va avoir des connaissances pratiques de la scène, rentrer des paramètres, des chiffres dans l'outil informatique.
Il faut donc être un technicien. En plus, juste à côté, ici, il va chercher à changer des paramètres pour obtenir une belle image. C'est donc nécessaire d'avoir une fibre, un côté artistique. Vous voyez, c'est indiqué là pour chaque cas. La modélisation, c'est de la sculpture. L'éclairage, c'est de la peinture. Vous allez me dire que le problème, c'est de trouver une école et un emploi. C'est prévu. Dans ce cas, la liste est courte, mais on comprend tout de suite. 5 écoles, rien qu'à Angoulême. Forcément, avec la BD. Ça aussi, il faut le savoir. Et alors, l'autre question, est-ce que les entreprises existent? La réponse au dos de la page 3. C'est rare, mais en France, ça démarre. Nous avons la chance d'en avoir à Angoulême même et autour. Il faut se prendre par la main et essayer d'aller y voir un peu. Merci Noëlla, avec cette double recette pour tout savoir sur une formation et un métier. Question 1. Quelles explications sur le métier d'infographiste sont fournies au cours de ce reportage? Question 2. Quelles compétences particulières exige ce métier? Enregistrement numéro 11. Triez vos déchets, évitez de changer de portable tous les 3 ou 4 ans, vous déplacez à vélo, autant de comportements individuels à appliquer si vous vous souciez de la vie sur la planète. Pourtant, ça ne suffit pas. Que font donc les grands, à leur échelle à eux, pour contribuer à la sauvegarde urgente de notre milieu? Robin Le Carré. Dans la presse économique cette semaine, j'ai relevé une nouvelle qui apporte une réponse intéressante à votre question. Nous sommes dans le domaine des transports par voie maritime, avec, à l'instar des TGV sur terre, les BGV, c'est-à-dire les bateaux à grande vitesse. Quel en est le principe? Des trimarans géants vont transporter des passagers et du fret. Ces bateaux assureront les liaisons entre Boulogne et plusieurs villes européennes. Santander en Espagne, Drammen en Norvège, Sheerness en Grande-Bretagne. La France se joint aux pionniers avec la signature d'un contrat entre BGV France et une compagnie britannique. Quels sont les termes de l'accord? Il s'agit de faire circuler 3 navires cargo de 160 mètres, dont la jauge permet le transport de près d'une centaine de semi-remorques chacun. À quoi s'ajoutent 2 navires passagers un peu plus petits, 140 mètres, prévus pour plus de 2500 personnes. Surtout, ces bateaux vont circuler à une vitesse de plus de 30 nœuds et par tous les temps. Vitesse de loin supérieure à celle de n'importe quel camion. 20 heures suffiront à un bateau pour couvrir le trajet entre la Norvège et Boulogne-sur-Mer, alors qu'il faut 3 jours par la route. Sur le plan technique, un tel exploit se doit à la structure de ces navires, très fins et très longs, avec une coque perce-vague et des flotteurs latéraux qui les stabilisent. Pour résumer, des avantages en cascade. Non seulement le transport maritime crée beaucoup moins de pollution, mais il provoque bien moins d'accidents que les routes. Il n'est pas inutile de préciser que les BGV sortiront de chantiers navals européens. L'entrée en service est annoncée pour le 2e trimestre 2008. Question 1. Que savons-nous sur les BGV? Question 2. Quel intérêt présente-t-il dans le domaine des transports? Enregistrement numéro 12. Donc vous avez visité l'appartement avec une personne de l'agence, c'est ça? Non, justement, elle m'a fixé un rendez-vous par téléphone. Je suis allée à l'agence, c'était 14h30, et là elle m'a vue, évidemment.
et elle m'a dit « Non, désolé, la propriétaire vient juste de téléphoner, elle le retire de la location parce que sa nièce va venir y habiter. » Alors moi je l'ai cru. Seulement, et c'est le hasard, un stagiaire de chez nous, lui qui est blanc, m'a dit 2 jours après qu'il avait trouvé un studio. On a comparé, et c'était le même, et il l'avait visité le même jour, l'après-midi aussi. C'est pour répondre à de tels appels et empêcher que les discriminations avérées se poursuivent que la HALD a été fondée. Malheureusement, cette organisation tout à fait officielle n'est pas encore assez connue alors que son efficacité est maintenant prouvée. Une campagne de sensibilisation commencera dès lundi prochain dans les médias. La HALD, qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut bénéficier de son aide? Comment ça marche? Toutes les réponses utiles, Frédéric Imbert, avocate à la HALD. Le sigle HALD signifie Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Elle est placée sous la présidence de Louis Schweitzer. Qui peut s'adresser à vous? Quiconque constate, quel qu'en soit le lieu, travail, logement ou autre, et la nature, origine géographique, handicap, sexe, âge ou autre, qu'une discrimination s'exerce à son encontre. Ça suffit pour que la HALD intervienne. Elle est composée d'une équipe d'une 30aine de juristes qui étudient les dossiers, demandent des informations, recueillent des éléments, interrogent celui à qui une discrimination est imputée et proposent une décision qui peut aller d'une médiation à une saisine de la justice pénale. Comment s'y prendre pour être sûr que vous allez agir? 2 cas se présentent. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez téléphoner au 08 10 00 50 00. Ceux qui sont complètement convaincus d'être victimes d'une discrimination peuvent nous saisir directement en nous écrivant sous enveloppe timbrée à la HALD, 11 rue Saint-Georges, 75 009 à Paris. Vous expliquez le problème, nous instruisons votre dossier et s'il y a discrimination, nous vous aidons. Question 1. Pourquoi est-il question de la HALD ce jour-là? Question 2. Sous quelles conditions la HALD accepte-t-elle d'aider quelqu'un? Enregistrement numéro 13. Autre pièce à l'affiche cette saison au Théâtre des Trois Arbres, Qui pense à nous? Du regretté Jacques Bongrain, décédé voici 3 ans. Un travail entrepris par la troupe du Bocal sous la houlette de Barbara Lévesque. On se souvient de leurs spectacles récents qui ont tourné un peu partout en France, comme Tous au monde ou Petits arrangements ordinaires. Quant à l'auteur, ce monument de la fin du XXe siècle, il nous a donné des titres aujourd'hui classiques. La mutation, le tournant des âmes, les routes, etc. Dans Qui pense à nous, le spectateur croise un psy, l'acteur Fotis Potamos, un écrivain, Bertrand Faret, ou encore une banquière, la remarquable Ginette Saunier. Bref, une œuvre imprégnée d'un parisianisme qui déplaît souvent aux critiques. Cependant, le texte de Jacques Bongrain résiste, car il s'agit d'une comédie bien structurée, digne héritière de notre patrimoine tragicomique, notamment du vaudeville, récemment réhabilité avec la reprise des meilleurs Feydeau et autres Labiche sur les tréteaux les plus en vue. Barbara Lévesque. Un vaudeville revu toutefois au goût du jour. Par exemple, les multiples usages du téléphone portable engendrent les quiproquos et les inévitables claquements de porte de rigueur dans le genre. C'est un enchevêtrement de jalousie professionnelle et privée, de complications survenant chez toute une brochette de personnages en perdition. La pièce pourrait effectivement être assimilée à toutes ces caricatures de névrosés de la rive gauche, tendance boulevard Saint-Germain, une galerie de portraits de femmes et d'hommes un peu égarés. Mais il faut se laisser prendre par la qualité des dialogues, les mots qui ne sont pas gratuits, les mots qui dans les échanges ne servent pas à bavarder, mais à faire rebondir l'action et même parfois à anéantir. Fotis Potamos qui incarne le psy en mal de reconnaissance. Barbara a toujours insisté pour que nous rendions évident que l'écriture de Bongrain répond à une dramaturgie de genre et de genre au pluriel. Cette pièce, j'aimerais que le public la reçoive comme une comédie,
un vaudeville, mais aussi comme un drame. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que ça finit spécialement bien. Mon personnage collectionne les mots de ses patients comme des épées et des revolvers dans une armurerie. Bongrain détestait les dialogues qui informent ou qui expliquent. Ce sont des répliques où il se passe quelque chose. Les mots font basculer la scène. Tout à coup, un mot qui ne devait pas être dit arrive, et la personne qui l'entend est abattue. L'impact d'une balle. Je me souviens d'une conversation avec Bongrain où il disait à un réalisateur de cinéma que dans la vie, quand quelqu'un vous traite vous insulte, ça peut vous assassiner. Sa pièce, ses mots, c'est ça. Ça tue aussi. Question 1. Suivant quel plan général cette rubrique est-elle organisée? Question 2. Quel rôle les dialogues doivent-ils jouer dans la pièce en question? Enregistrement numéro 14. Si tous les ans depuis des lustres vous ressortez vos décorations de Noël du même carton et remplacez seulement un ou deux objets abîmés, ceci parce que tout le monde vous assure que la fête était très réussie et le sapin magnifique, cette rubrique va peut-être vous paraître insolite, vous amuser ou vous agacer. Loin de nous cette intention. Aujourd'hui, nous nous occupons de Noël sous l'angle de la mode, des tendances qui apparaissent cette saison chez les spécialistes de la fête. Michel Reverdy a fait la tournée des kiosques, y a récolté les magazines consacrés à la maison et examiné de près les pages dédiées aux préparatifs de Noël. Alors, premier objet à se procurer, ce n'est pas le seul, vous allez voir, mais nul ne saurait s'en dispenser, l'arbre. Les sapins, avec leurs guirlandes, sortent dans les jardins, sur les balcons ou les rebords de fenêtres. En même temps, ils prennent de la couleur. Quant à leur essence, ils peuvent être traditionnels comme le Norman ou l'épicéa, mais il faudra également compter avec les matières synthétiques. Attention, pas du vulgaire sapin en plastique, mais de véritables reproductions de toutes les couleurs. Ce n'est plus l'élément central de la décoration. Si vous voulez être vraiment dans le ton, c'est votre maison en entier que vous allez parer. La gamme des objets s'est élargie. Même tout ce qui va sur un sapin a énormément évolué. Maintenant, les guirlandes sont dans toutes sortes de matières, de la plume par exemple. D'autres sujets décoratifs apparaissent sur le sapin, mais comme je vous le disais également, dans toute la maison. Le salon, la pièce à vivre et aussi l'extérieur éventuellement de la maison. Pour ça, le choix ne manque pas parmi les systèmes lumineux, les pendentifs à accrocher autour des fenêtres quand on est en appartement, les autocollants, etc. Dans les pièces, les décors rouges et verts pailletés d'or ou d'argent ne sont plus les seuls. Noël change de couleur. Les teintes prunes, violets et roses dominent. Les matières aussi sont nouvelles. Enfin, la table reçoit de plus en plus une attention particulière. La nouveauté touche surtout la vaisselle, avec des thèmes qui sont très nouveaux, comme le Pinky Forever, en harmonie d'ailleurs avec les boules de Noël. Voilà les lignes directrices si vous voulez être dans la tendance. Sachez tout de même que le véritable Noël de Provence, avec ses crèches, ses santons et ses cantiques, est immuable et continue de l'emporter si l'on en croit les achats effectués dans les magasins et par correspondance. Question 1. Quelle intention est à l'origine de cette séquence? Question 2. Quelles sont les caractéristiques des décorations de Noël pour l'année à la fin de laquelle cette enquête a été réalisée? Enregistrement numéro 15. 2 films en même temps grâce à un lieu exceptionnel et un réalisateur qu'on pourrait qualifier de bicéphale. Le long métrage de fiction, 2 minutes de trop sur ACD 284, sorti en salle voici 15 jours, fait un tabac. Le nombre d'entrées toutes salles confondues pour le premier mercredi
a dépassé toutes les attentes. Et même si quelques critiques se sont déclarés déçus, les chiffres sur une semaine entière confirment l'engouement du grand public. L'intrigue n'a rien d'exceptionnel, un meurtre commis au cours d'un congrès de scientifiques isolé pendant 15 jours à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Mais ce qui attire les foules relève évidemment de la distribution, puisque, rappelons-le, le pari a consisté à réunir devant la caméra toute une brochette de célébrités qui n'avaient jamais travaillé pour le cinéma. Chacun vient donc découvrir son joueur de tennis préféré dans le rôle du chef de restaurant 5 étoiles, invité pour le colloque, ou encore sa chanteuse favorite en cerveau de l'astronomie mondiale. 2 en 1, vous disais-je, car 8 jours après 2 minutes de trop sur ACD 284, les spectateurs se sont de nouveau précipités vers les salles obscures pour le documentaire réalisé à l'occasion du tournage du Polar, 3 mois à l'Observatoire. J'en attendais peut-être un peu plus, mais je ne sais pas ce que j'attendais en fait. C'était quand même intéressant d'avoir une vision un peu décalée du monde du cinéma, et aussi celui des vedettes en général. Ça ramenait un peu tous ces gens à des êtres humains comme les autres, mais c'était un peu long. Alors, je suis venu en voyeur pour observer des gens qui passent leur temps à observer des vrais et des faux acteurs, faux observateurs d'étoiles, qui s'observent entre eux quand il y a un faux meurtre dans un vrai observatoire. Peut-être que j'aurais mieux aimé un docu sur les vrais habitants de cet observatoire, en fait. Oui, j'ai envie de savoir comment les vrais savants vivent et travaillent sur ces espèces d'îles désertes. Cette fois-ci, nous suivons le regard sur une équipe de cinéma qui vit en vase clos pendant tout ce tournage, pas comme les autres. Caméra Super 8 au point, la championne de ski Nadia Philippon, promue réalisatrice pour la circonstance, circule dans tous les couloirs, toutes les salles de ce labyrinthe pour traquer les uns et les autres dans des moments particuliers de leur séjour à l'observatoire. À quoi viennent se mêler des extraits de la fiction elle-même pendant le visionnage des rushs. Ceci, pour notre plus grand bonheur, car nous retrouvons notamment certaines scènes tournées en extérieur, de main de maître cette fois, sur un site surplombant 300 km de montagne, à couper le souffle. Il était à craindre que l'intimité de chacun ne soit livrée aux spectateurs. Les scènes filmées dans les chambres n'ont rien de scabreux et respectent la vie privée. Ceux que la perspective de la polémique aurait alléchés en sauront pour leurs frais, mais assisteront à une expérience passionnante. Question 1. Qu'est-ce que le film « 3 mois à l'Observatoire » ? Question 2. Quelle opinion parmi les suivantes est émise ici ? Enregistrement numéro 16. Beaucoup d'entre nous font partie de cette tranche de la population nommée les parents d'élèves. Leur relation avec les acteurs de la vie scolaire défraie parfois la chronique lors de conflits pénibles survenus au nom du bien des enfants. Alors comment savoir exactement ce qu'il se passe entre famille et professionnels de l'éducation ? C'est ce que nous apprend un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui sort ces jours-ci, et nous avons invité un de ses auteurs afin d'en savoir un peu plus. Monsieur Ducrest, pouvez-vous nous dire ce qui va et ce qui ne va pas entre parents, enseignants et personnel de l'éducation ? En préambule, je voudrais préciser que la loi prévoit depuis 1989 de faire du parent un coéducateur. C'est donc pour l'appliquer au mieux que nous avons souhaité établir un état des lieux. D'abord, les parents d'élèves s'abstiennent encore majoritairement aux élections de leurs représentants, malgré un léger redressement de la participation après 7 ans de désintérêt croissant. La place et le rôle des parents dans l'école sont encore très insuffisants et par conséquent à développer. Là où la rencontre se produit, nous relevons une abondance d'initiatives de terrain extrêmement encourageantes et très propices à la résolution totale ou partielle de certains problèmes. Je citerai le coup de pouce très fructueux apporté par les ateliers, où les parents donnent des cours du soir aux élèves en échec ou en difficulté dans telle ou telle matière. De nombreux points noirs subsistent cependant, particulièrement le manque de résultats dans le dialogue parent-enseignant qui reste formel, souvent sans apporter d'effets remarquables. Le rapport se contente-t-il de relever les problèmes ou propose-t-il des remèdes ?
Nous préconisons bien sûr un ensemble de mesures concrètes, notamment fixer des horaires précis pour les rencontres parents-professeurs, afin d'éviter aux parents des attentes excessives. Nous insistons aussi sur la nécessité de former les personnels aux relations avec les parents. Et en règle générale, nous demandons de prendre toute disposition permettant de prévenir plutôt que guérir, qu'il s'agisse d'orientation ou de discipline. De telles recommandations suffiront-elles à remonter la pente ou ne seront-elles qu'un vœu pieux? Question 1. Que nous apprend le rapport cité dans ce reportage? Question 2. Quelles mesures ce rapport propose-t-il d'entreprendre? Enregistrement numéro 17. Parmi les livres de la rentrée, un récit au ton léger mais motivé par des questions essentielles, telles que le regard que portent des enfants sur leurs parents, a retenu mon attention. L'auteur, Juliette Despréaux, en est à son 3e roman, après 3 plats d'étain et Le Petit Pont, salué par la critique et dont l'intrigue se situe au Moyen-Âge. Ce n'est pas le cas de Tout ça à cause du Larzac, qui commence à Paris en 1970. Les parents de Bruno et Céline, la narratrice, âgée de 9 ans, reçoivent en héritage un vaste manoir à moitié délabré, sis dans un village côtier du sud de la Bretagne. De manière inattendue, mais probablement parce que le couple connaît une crise sur laquelle les enfants vont évidemment s'interroger, ils décident de fonder une communauté en accord avec les principes de mai 68. Pourquoi, du jour au lendemain, doit-elle renoncer à ses habitudes de petite Parisienne élevée dans un appartement confortable près du parc Monceau, fréquentant une institution privée et menant une existence sans conflit? Ce qui la déstabilise au départ, c'est l'apparition de désaccords entre son frère et elle. Il accepte sans difficulté de se déguiser en marin-pêcheur, matinée de berger Sévenol, mais après s'en être amusé 2 ou 3 jours, Céline, elle, s'empêtre dans les longues jupes à fleurs et les châles qu'elle commence à haïr. La complicité renaît toutefois pour évoquer la saveur de baguettes croustillantes. Les galettes au tofu et autres spécialités sont décrites d'une manière hilarante pour le lecteur. Tout change donc, pas seulement, sans doute, les vêtements et les aliments. Les valeurs et les amitiés que Céline était en train de découvrir et d'assimiler sont remises en cause. La réalisation du moindre désir devient une aventure rocambolesque. Au travers de cette histoire attachante, Juliette Despréaux évoque en partie sa petite enfance. Son livre, écrit de la plume d'une enfant, n'échappe pas à quelques clichés, mais il a le mérite de proposer un regard à la fois tendre et un peu critique sur les années 70, ainsi que sur la génération qui a grandi dans ces années-là. L'idée qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que je voulais traiter des années 70 sans prétendre établir une vérité absolue impossible à atteindre. Particulièrement parce que ceux qui vivaient à cette époque sont toujours là et se comportent, du moins dans mon entourage, comme les gardiens du temple, au point que parfois c'est assez compliqué d'en parler autrement qu'eux. C'est leur fief, dans le sens où ils les évoquent de façon positive ou négative, peu importe leur opinion. Cette fillette, avec son approche de témoin impliqué et non d'acteur, car de la génération suivante, c'est la clé, ce qui m'a apporté la liberté. Oui, le cynisme que le recul apporte. C'est évidemment un peu plus complexe, avec la subjectivité de certains souvenirs personnels. En tout cas, je pose un regard sur la génération d'avant. À découvrir donc chez votre libraire. Question 1. De quoi traite le livre présenté parmi les éléments proposés? Question 2. Quel trait essentiel ressort de l'analyse apportée? Enregistrement numéro 18.
Notre rubrique consacrée à la langue française et plus particulièrement à son vocabulaire va aujourd'hui, comme d'habitude, vous faire apprécier des mots rares et découvrir ou retrouver avec eux les réalités qu'ils désignent. Aujourd'hui, je vous propose, peut-être parce que j'ai revu cette semaine à la télévision un très beau film montrant des brodeuses d'art, vous ne me croyez pas, vous aussi, je me propose donc d'évoquer certains métiers appartenant à ce qu'il est commun de regrouper sous l'expression artisanat d'art. Certains sont en déclin, d'autres ont disparu ou tellement évolué que leur nom a changé et que les outils remplacés par d'autres plus adaptés sont devenus des pièces de musée. Sabine Gauthier-Lelon est enseignante en histoire des métiers d'art au Conservatoire national des arts et métiers. Les éditions du Carré viennent de publier son superbe petit inventaire des grands métiers d'art. Je dis superbe parce qu'il est merveilleusement illustré et dans ce domaine, nous ne pouvons que nous réjouir de la beauté des photos. Votre travail est vraiment passionnant parce que vous ne vous contentez pas du mot, vous nous emmenez aussi chez quelques-uns de ces artisans d'art quand il en reste. Alors, voyons mes trouvailles, je suis vraiment allé les chercher dans des secteurs extrêmement divers. Notre premier mot est glypticien. Vous nous l'expliquez ? Oui, bonjour, oui. Il s'agit d'un métier de luxe où vous comprendrez pourquoi il n'y en a pas beaucoup si je vous dis qu'il se rapporte à la joaillerie. Le glypticien taille les pierres précieuses en creux ou relief. C'est un mot d'origine grecque. Une anecdote, si nous avons le temps, oui. Eh bien, le client a parfois des ambitions de taille, pas seulement dans le sens du travail lui-même, mais pour la dimension de sa commande. Je vous donne un exemple, la réalisation d'un ascenseur. Oui, en cristal de roche et en lapis lazuli pour une résidence secondaire dans le Midi. On croit rêver. Un glypticien, ce serait un peu comme un lapidaire alors, sauf que le lapidaire étymologiquement dérive du latin. C'est ça. Beaucoup de lapidaires s'occupent surtout de diamants, mais ils diversifient aussi les gemmes. Un autre mot maintenant, très différent. Gnomoniste. Ah, vous avez travaillé sur la lettre G. Attention, ici la ressemblance avec un mot qui n'en est pas la racine pourrait nous tendre un piège. Pas de rapport avec les gnomes, vous savez, ces petites créatures. Non, les apparences sont trompeuses. Le gnomon, c'est une tige dont l'ombre projetée permet de lire l'heure. Eh bien maintenant, vous avez presque deviné, n'est-ce pas ? Le gnomonisme, dont l'art est la gnomonique, fabrique des cadrans solaires. La racine est gnomon, un mot latin qui provient lui-même du grec. En France, seulement 9 artisans continuent à construire des cadrans. Question 1. À quoi sert cette émission ? Question 2. Selon l'enregistrement, quelle affirmation parmi celles-ci est exacte ? Enregistrement numéro 19. Pour éclaircir un peu un bilan bien sombre jusqu'à présent, pouvez-vous nous citer, Philippe Dutheil, un domaine dans lequel certaines initiatives vous apportent de l'espoir ? Pas seulement à vous, mais bien évidemment à tous ceux qui souffrent de difficultés pour se déplacer. Oui, vous voulez parler d'une occasion de ne pas se sentir différent et d'être autonome. Hier, nous avons pu trouver en effet cette occasion de nous réjouir. Le Théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne, a décidé de prendre nos problèmes au sérieux. Un nouvel aménagement pour que nous puissions accéder à la salle de spectacle a été testé, hier donc, en présence du président de l'immeuble qui abrite le Théâtre des Champs-Élysées. Il a tenu à y assister et à nous demander notre avis. Imaginez à l'extérieur 2 rampes en pente douce de chaque côté. Chacune mesure 3 mètres de large, il est donc très aisé d'y circuler, de croiser un autre fauteuil roulant sans crainte de le gêner. À l'intérieur, un élévateur donne la possibilité de monter et descendre à volonté. L'obstacle, a précisé le président de l'immeuble, venait de quelques petites marches sur lesquelles il fallait monter les gens, les soulever. Il a suffi d'inventer un système qui s'inscrit vraiment bien dans l'architecture de l'esprit des frères Perret, les architectes qui avaient construit cet immeuble il y a un siècle. Cette innovation ne se voit absolument pas. Hier, Philippe, vous étiez accompagné de 4 personnes, 3 en fauteuil, 1 en déambulateur, et elles ont pu, comme vous, tester cette adaptation. Philippe, vous avez parlé avec ces personnes, je crois ? Oui, approuvé à l'unanimité. Les 4 expérimentateurs étaient ravis
et ont comparé avec leurs autres expériences décourageantes, soit au théâtre, soit au concert. Chacun a déclaré que d'ordinaire rien n'est prévu pour l'accessibilité des personnes handicapées, ou bien qu'on leur réserve des places tout au fond, un petit peu éloignées des autres spectateurs. Cette remarque montre aussi combien il est important, de mélanger un petit peu plus les personnes valides et les personnes handicapées. Espoir mitigé quand même. En ce qui me concerne, j'ai encore dû me faire aider lors de ma visite au musée du Quai Branly, cette merveille architecturale hyper moderne ouverte récemment à grand renfort de publicité, devant des flopées d'autorités et des journalistes. Eh bien, il faut formuler encore une fois un reproche. Les personnes à mobilité réduite ont du mal à y accéder, comme c'est souvent le cas dans les musées et les salles de spectacle. Alors que, hier, nous avons reçu la preuve que, pourvu qu'on y pense et qu'on le veuille, un dispositif permet aux personnes handicapées d'aller normalement au théâtre sans rien détruire, ni en les dire. Merci Philippe. Je rappelle que vous représentez à notre forum les associations de personnes à mobilité réduite pour Paris et l'Île-de-France et que vous souffrez vous-même d'un handicap moteur. Saluons le Théâtre des Champs-Élysées comme l'un des premiers théâtres parisiens à montrer sa volonté de s'en prendre concrètement aux difficultés d'accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est surtout le seul à se soucier également de ce que tout le monde soit comme tout le monde. Question 1. Que signale cette information à propos du domaine des spectacles? Question 2. Quelles sont les possibilités offertes par ces aménagements? Enregistrement numéro 20. Pour illustrer, faire comprendre vos spécificités, nous allons maintenant observer un échantillon. Sur la grille de vos programmes, je lis, à une heure de forte audience puisque l'heure, ça passe en semaine à 19h45, dans le créneau de prime time, comme on dit, 4h44, qu'est-ce que c'est? Le concept n'a rien de compliqué. Il s'intègre parfaitement à ce que je viens de vous expliquer pour l'ensemble de notre offre. Il répond à nos principes de base et au cahier des charges. Vous avez pu remarquer que le documentaire revient en force. Certains cinémas commencent les uns après les autres à consacrer une de leurs salles à la diffusion exclusive de documentaires. De ce côté, donc, nous respectons notre vocation de pluralité dans les genres. Nous avons contacté plusieurs documentaristes, chevronnés, connus, mais aussi des jeunes, pour qui nous souhaitons constituer un tremplin. Et nous avons confié la réalisation pour ce programme d'œuvres calibrées, 4 minutes 44, correspond au temps imparti pour chaque élément de la série, qui passe tous les jours ouvrables, comme vous l'avez dit. Oui, mais vous ne vous êtes pas contenté de formater, sinon ce serait un bric-à-brac. Vous avez donné des thèmes. Naturellement. Le fil conducteur pour la première vague dont la diffusion débute dès l'inauguration de la chaîne, le fil conducteur colle à nos préoccupations en sens que tous les soirs nous proposons de présenter un métier. Le thème paraît banal. Il l'est volontairement et c'est là justement que se décrypte tout de suite la spécificité, la patte de chaque réalisateur. Il sélectionne les professions sur lesquelles il veut travailler. Là, déjà, dans sa recherche, c'est lui ou elle qui rencontre son sujet. Et aussi, il élabore sa stratégie, ses techniques. Et voilà pour l'apport dans le genre, les manières de construire un documentaire. Et sur le contenu, la liberté est totale. Ça ne risque pas de manquer d'unité, tout ça? Vous avez raison. Sachez que notre objectif est en même temps didactique. Le spectateur doit bien sûr voir le vécu, ce qu'on fait quand on exerce telle ou telle profession. Mais en plus, il faut qu'il dispose de tous les renseignements pratiques. Les études, où et combien de temps, les débouchés, les conditions de travail et les carrières, les rémunérations. Le regard se doit d'être poétique pour valoriser le sujet qu'il captive et pragmatique. C'est-à-dire que le 4 minutes 44 donne aussi les moyens de réaliser le rêve que le cinéaste est chargé d'éveiller chez l'enfant ou le jeune, qui va tout à coup se demander si ça ne le concerne pas. Voilà en quoi nous pouvons inscrire le cycle à... Vous pouvez, sans déflorer le sujet, nous donner des exemples? Ce soir, La danse, par Annie Robert Ducrot.
Elle a côtoyé une troupe de danseurs de ballet à Lyon, connue pour être quasiment la capitale de cet art en France. Personne ne travaille autant qu'eux. Ils donnent en moyenne 180 représentations par an, préparent et passent encore des concours pendant les tournées, sautent du classique au contemporain et élargissent tout le temps leur répertoire avec des créations. Annie Robert Ducros ne masque pas la difficulté donc, mais elle montre aussi les valeurs humaines que tous partagent au sein de cette troupe extrêmement soudée, à la différence d'autres, ce qu'elle ne cherche pas à occulter non plus. Vous visitez leurs écoles, vous les voyez vivre au quotidien, vous rencontrez des artistes complets, athlètes et elfes à la fois, et bien sûr, vous vibrez parce que vous avez des images époustouflantes. Je crois, enfin non, je sais, qu'elle conseille de la documentation, des livres de photos, tout un environnement culturel et une sorte de bloc-notes. D'autres titres? Question 1. Pour quelle raison cet homme est-il invité à la radio? Question 2. Sur quel point insiste-t-il dans l'exemple qu'il propose? Enregistrement numéro 21. Tout est fait aujourd'hui pour inciter les enfants à la lecture. Et l'idée selon laquelle les jeux vidéo finiraient par tuer le livre commence à faire long feu, puisque les données chiffrées contredisent cette accusation. Sans pouvoir citer les chiffres de mémoire, je confirme. Les enquêtes récentes montrent que les enfants qui manient très volontiers les consoles sont aussi ceux qui fréquentent le plus assidûment les bibliothèques et dont les parents achètent le plus de livres pour enfants. Entre parenthèses, il est prouvé aussi qu'ils font du sport et sont en bonne santé. Bonne santé, donc pour les bibliophages ainsi que pour les éditeurs et pour les auteurs qui leur consacrent leur talent. Dites-moi, pour aborder votre sujet, la littérature pour enfants, c'est un concept relativement récent? Oui, encore que, dans un passé très ancien, mais enfin, vous avez tout à fait raison sur le fond, si vous parlez des livres écrits spécialement pour les enfants, pour les éduquer et les distraire et en nombre suffisant pour être significatifs. Après les contes de Perrault au XVIIe siècle, certains auteurs, de manière dispersée, ont naturellement pensé à écrire pour ce public. Les enfants des siècles passés lisaient des ouvrages sérieux pour apprendre avec leurs précepteurs. Il faut attendre la fin du XIXe siècle, la comtesse de Ségur entre autres, pour trouver des titres spécialement adressés aux enfants, des illustrés, etc. L'attente existait certainement, j'en veux pour preuve le fait que Jules Verne a très vite été considéré comme un auteur réservé à la jeunesse. Souvent, dans les milieux modestes, la lecture de divertissement ne se distinguait pas de l'apprentissage dans les manuels scolaires. Le Tour de France par 2 enfants a fait rêver des générations d'écoliers. Je saute et j'arrive aux années 50. Les parents avaient parfois du mal à trouver des livres lorsque leurs enfants dévoraient et avaient épuisé les collections des bibliothèques rouges et or, roses et vertes, ainsi que leurs beaux livres onéreux d'ailleurs. L'explosion, elle a lieu dans les années 60 et ensuite les collections de poche se sont spécialisées, ont créé des tranches d'âge, les cadets, juniors, etc. pour ne citer personne. Alors maintenant, nous assistons au phénomène inverse, un véritable casse-tête pour les parents qui veulent choisir des livres adaptés au caractère de leurs enfants. Vous abordez autre chose, je crois. Ce qui est publié à l'étranger m'intéresse. Sur environ 10 ans passés hors des frontières, j'ai remarqué des procédés différents dans l'approche. 2 points rapides. Je dirais qu'aux États-Unis, le monde de la littérature adopte le point de vue, la perspective de l'enfant. L'enfant est un protagoniste qui agit. Le petit John fabrique un camion et il le conduit. Pour synthétiser, je prends le Japon maintenant. Et là, les auteurs convoquent plutôt l'imaginaire. Des personnages sont présentés, des personnages très gros, avec des couleurs. Ce qui incite à se figurer des mondes mentalement. C'est plutôt une littérature de l'imaginaire. Lorsque vous comparez en France, les histoires racontent, il s'agit d'expliquer le monde des adultes aux enfants, de les accompagner dans leur croissance, de leur inculquer des comportements. Vous avez, Clarence Vanette, collaboré à Lecture, livre pour enfants de l'Antiquité à nos jours, une somme parue chez Havelock dans la collection Le Tour des connaissances. Question 1. Parmi ces informations, laquelle est vraie, selon les affirmations du journaliste ou de son invité?
Question 2. Qu'a constaté la personne invitée à propos des livres pour enfants dans certains pays? Enregistrement numéro 22. Les quotidiens nous apportent leur lot de chiffres. Nous sommes habitués à votre sens du discernement, Guillemette L'Herbier. Lesquels retenez-vous pour nous éclairer? Dans quel secteur? Merci et bonjour. Eh bien, hier, 1er juillet, j'ai dressé le tableau des hausses devenues désormais rituelles. Elles concernaient nos porte-monnaies et la répartition de nos ressources et diverses dépenses. Tout ceci date déjà d'hier. Nous allons souffler un peu et observer une autre répartition, démographique, en nous intéressant à la famille. Un événement à saluer puisque l'Observatoire des familles, créé en 2005 par la ville et pour la ville, comprenez de Paris, nous livre ses premiers résultats. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir comparer Paris et le reste de la France? Attendez, vous allez voir. Mais c'est intéressant en soi. D'abord, notre manière de nous regrouper. Intramuros. 41% de la population vit en famille, ce qui signifie que cohabitent sous un même toit, enfin dans un même logement, au moins un parent et un enfant de moins de 25 ans. Les personnes seules sont 27% à Paris. Les couples sont 19%. Les célibataires sont les plus nombreux à savoir, 47% contre 35% pour l'ensemble du pays. 37% seulement des Parisiens sont mariés, tandis que la moyenne nationale dépasse 50%. Côté Pacs, pour 1000 habitants, on dénombre 1,3 contrats. 2 fois plus que dans l'ensemble de l'Hexagone. Je continue avec les familles monoparentales. Voilà, c'est la carte de visite parisienne. Enfin, la spécificité. Mais les données remontent à 1999. Une famille sur 4 à Paris contre 1 sur 6 ailleurs. Rien d'étonnant. Le nombre des divorces est plus élevé dans la capitale. Cette proportion est en pleine expansion. 7,7% des Parisiens, 55 divorces pour 100 mariages. Plus de la moitié? Oui, je peux vous dire au passage que les personnes pacsées se dépaxent. Pour le pays entier, un pax sur 10 a été dissous depuis 1999. Côté naissance maintenant. Comme beaucoup de Parisiens sont jeunes, le taux de natalité est élevé. 14,8 naissances pour 1000 habitants, 13,2 au niveau national. Mais le taux de fécondité, 1,6 enfants par femme, est inférieur à celui du pays, 2,05 en 2006. Et à quel âge les mères ont-elles leur premier enfant? Les mères parisiennes ont 32 ans à la naissance de leur premier enfant, c'est-à-dire 2 ans de plus que les autres mères françaises. En 2004, elles étaient 14% à avoir plus de 37 ans, et ce chiffre est en hausse. Voyons le milieu socio-professionnel. 36% des parents sont à Paris des cadres ou exercent des professions intellectuelles. Les chiffres pour l'ensemble du territoire datent de 2004, 14,4%. Quant aux étrangers, dans 22% des familles, la personne dite de référence n'est pas de nationalité française, contre 8% en France. Ces personnes sont concentrées dans le nord-est de la capitale où leur proportion représente parfois 35% des familles. Merci pour ce profil démographique et bonne journée. Question 1. Parmi ces éléments, lequel correspond au point énoncé par la journaliste? Question 2. Qu'apprenons-nous sur la population? Enregistrement numéro 23. Non, moi ça ne me dérange pas du tout de jouer dans des pièces très compliquées, à minuit, dans des théâtres de la rive gauche devant 15 personnes et d'interpréter pour le cinéma ou la télévision des personnages que tout le monde connaît. J'aime bien faire rire et émouvoir, toucher tout le monde. Pour moi, aucun spectateur ne vaut plus qu'un autre sous prétexte qu'il fait partie de tel ou tel groupe. Non, ce n'est pas contradictoire. Ces propos, elle les tenait déjà ici à Cannes en 1966. Mado Mauduit venait de recevoir une récompense, le prix de la meilleure interprétation féminine, pour une carrière déjà longue d'actrice complète. Elle a commencé toute petite dans un tout petit rôle de toute petite fille au théâtre.
Aujourd'hui, le monde du spectacle lui fait fête et réserve une soirée en son honneur pour célébrer son 90e anniversaire. De nombreux artistes se sont déplacés, bien sûr, mais aussi des personnalités politiques. Tous saluent une comédienne exceptionnelle qui a tout joué, toujours avec conviction. Ils rendent hommage également à son courage et à sa générosité. Le réalisateur Jean-Baptiste Legendre, qui l'a souvent fait tourner, a interrompu un travail en cours très loin d'ici pour ne pas manquer l'événement. La simplicité, la bonne humeur, le franc-parler, quelquefois sont considérés de haut, avec un regard un peu méprisant, comme si c'était un signe de superficialité. Il est sûr que si c'est un comportement de façade, ça devient vite insupportable. Eh bien, je peux vous dire que chez Mado Mauduit, cette absence de sophistication et cette spontanéité, ce sont vraiment les manifestations d'une intelligence du cœur à laquelle s'associe une culture que ses proches apprécient. Dans un milieu où il est de bon ton de s'exhiber, tout en se donnant une touche de mystère, elle a su rester à l'écart des scandales et préserver son intimité, s'engager sans éclat dans des causes qui attirent davantage d'ennuis que de gratification. Et puis, cette petite femme frêle, et un peu trop têtue parfois quand même, c'est une immense artiste. Le seul talent ne suffit pas à un tempérament de cette nature. Une bosseuse acharnée, toujours en train de chercher à améliorer un geste, une intonation. C'était chaque fois un bonheur de la diriger parce qu'elle écoutait poliment. Les débutants étaient impressionnés, certains tremblaient ou bégayaient. Eh bien, elle arrivait à leur faire croire qu'ils en étaient tous au même point devant la caméra. Il faut dire également qu'avec moi, comme avec tous, elle a pris des risques. Ça ne devait pas ronronner, il fallait pas lui proposer de se cloner. Ah ça non, elle aurait eu horreur de se rejouer, si vous me suivez. Elle ne supporte pas, aujourd'hui encore, malgré tout ce gotha à ses pieds, de faire la star. Alors que pour nous tous, qui sommes ici, elle en est une. C'était Jean-Baptiste Legendre, au micro de Béatrice Allegro. Question 1. Qu'est-ce qui est mis en valeur dans cet hommage? Question 2. Quels traits de caractère conviennent au personnage tel qu'il est présenté? Enregistrement numéro 24. Vous nous attendez dans un très bel endroit, Anne-Marie? Bonjour Romain, nous sommes en Sologne, un peu au nord de la région chère à Georges Sand, terre de forêts et de marécages, de fantasmagories et des fastes de la chasse à courre. La Sologne abrite aussi plusieurs monastères, dont certains aujourd'hui proposent un cadre de charme à qui souhaite s'écarter de l'agitation. Et alors? Pour les féeries d'automne, le département de l'Indre organise une série d'événements à regrouper en circuit avec des itinéraires combinant plusieurs étapes. Vous les organisez à votre gré. Quelques heures, une demi-journée, des week-ends, une semaine, tout est possible. Le site internet et le nôtre vous donnent tous les détails. Pour nous mettre dans l'ambiance, j'ai choisi un lieu très représentatif de l'ensemble car vous y composez aussi votre parcours librement et il se façonne à vous-même. L'ancien couvent de Chermailloux, un endroit splendide, et je laisse Marc-Adrien Vernoux, le commissaire de l'exposition qui s'y tient, vous mettre l'eau à la bouche. Nous sommes ici sur le territoire d'un couvent du XIIIe siècle fondé par Blanche de Castille. Il a changé de main à la Révolution, qu'il a relativement épargné. Ensuite, il a été bien entretenu par ses différents propriétaires et a connu divers emplois avant de devenir un centre d'art contemporain. En ce qui concerne les féeries, ici, nous avons souhaité travailler sur les correspondances entre les couleurs automnales et le paysage. Et quoi de mieux, puisque nous disposons de nombreux espaces extérieurs et intérieurs, que de donner carte blanche à Fatou Sémélagré pour qu'elle y dispose ses installations avec son talent si inclassable. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Fatou Sémélagré, nous la connaissions par ses transparences et ses échos, grâce à son utilisation de matériaux tels que le plexiglas, les résines et surtout ses fameux miroirs mobiles, héliomobiles,
c'est-à-dire s'orientant eux-mêmes sous l'effet des jeux de la lumière naturelle et aussi artificielle. Alors elle a vitalisé, ces 100 mots, l'espace en 4 champs. Le moulin à l'intérieur, où elle exploite les volumes, et ses réalisations conversent avec la pierre et le bois, qui, eux, sont immobiles. Le parc aussi, avec une série de sculptures dans le parc, elles évoluent selon l'heure et la météo, ce qui est quelque chose de particulier. Il faut passer plusieurs fois. Et puis 2 séries de statues orgues sidérales, qui a donné son titre à l'exposition, et Équilibre, dans les salles du couvent, avec des voûtes en ogive du XIIIe siècle, du gothique, dans ce style. Vous nous parliez d'écho aussi. Cet artiste travaille avec un environnement sonorisé qui caractérise ses conceptions depuis déjà assez longtemps. Vous pouvez peut-être nous en parler ? Tout à fait. Elle a fait installer sur toute la place dédiée à l'exposition un ensemble de cellules émettrices. En réalité, elles sont incorporées aux œuvres. On ne les voit pas comme telles. Dans son casque et selon sa position par rapport à ses capteurs, le visiteur écoute la partition que son corps et ses déplacements déclenchent. Vous vous demandez ce qu'il est donné à entendre. Eh bien, les instruments sont des percussions et des instruments à vent traditionnels qu'elle est allée chercher avec son mari, qui est spécialiste d'ethnomusicologie de certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Brésil. Son idée, c'est que les matériaux proviennent de la nature, coquillages, bois, peau et même pierres. Les pierres, elles viennent du Japon, elles. Quand on arrive au moulin, on voit des projections d'extraits de poèmes du XIIIe siècle courir sur les murs et les vers expliquent ça, paraît-il, dans plusieurs langues et plusieurs systèmes d'écriture. Nous appartenons à la nature et nous ne possédons rien d'elle sur le paysage. Elle fonde tout sur ce principe. Le visiteur doit s'imprégner. Une visite qui permet de rencontrer une très grande artiste contemporaine, très inspirée, comme je peux le constater, qui s'est associée plusieurs sens et plusieurs époques pour émerveiller. C'est étonnant et en même temps, on se sent très à l'aise parce qu'on se trouve toujours en relation avec quelque chose. Il n'y a pas de vertige. C'est une des manifestations des féeries d'automne en Sologne, du 1er au dernier jour d'automne. Le site permet de voir quelques images pour se rendre compte et je peux vraiment vous conseiller le déplacement, quelles que soient les prévisions météo. Question 1. Comment l'exposition a-t-elle été organisée ? Question 2. Quels éléments importants concernent la visite ? Les réponses expliquées.